Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info. L'actualité vue par Franck Muller, c'est maintenant, nous sommes jeudi 23 juin, nous sommes en fin de journée. Et il y a des orages sur la région lyonnaise. Bien. Politique. Alors je tiens quand même à vous présenter un monsieur de Marseille, certains vont le connaître, Renaud Muselier. Au second tour, il n'y avait pas de candidat En Marche. Ce monsieur quand même, c'est un mange-tout politique, hein. Donc déjà, il a trahi sa famille politique LR en fricotant avec les macronistes. Et maintenant, il trempe avec les islamos de l'extrême gauche, hein, sans aucun scrupule ni aucune honte pour ce caméléon, hein, salarié de la politique. C'est relativement honteux et écœurant. Je vais vous montrer ce monsieur. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il appelait à voter NUPES, donc pour la France Insoumise et tout la gauche et la gauche extrême autour, en région PACA, pour contrer le Rassemblement national. Voilà. C'est quand même assez sidérant, c'était donc la semaine dernière, mais je tenais quand même à vous montrer ce type de personnes, et donc on peut comprendre les forts taux d'abstention quand l'électeur moyen, le citoyen de base, voit que certaines personnes ont des étiquettes, mais n'hésite pas à s'affranchir de ces étiquettes et de leurs promesses et à retourner leur veste. Voilà. Bon, c'est noté, Renaud Muselier. Espérons qu'il sera complètement sorti du paysage politique. Alors, j'ai envie de dire, je vous avais dit, dès que j'ai eu les résultats, c'était la dernière vidéo de lundi, que ça ne tiendrait pas, ce qu'on appelle les NUPES avec Mélenchon, et ça commençait à exploser, même avant de commencer la législature. On se doutait que ça n'irait pas bien loin, mais là, dès le lendemain de l'élection, c'est un coup de maître de Mélenchon qui a permis aux socialistes, communistes, écolos de continuer à exister politiquement, mais bon, ils n'ont pas trop la reconnaissance du ventre, et puis je vous expliquais qu'ils ont des idées complètement différentes, hein. Les écolos ne vont pas être pour le nucléaire, alors que les communistes aussi, d'un côté on a des LGBT, de l'autre côté on a des gens qui sont plus proches de l'islam et de l'immigration, donc voilà, hein. Donc, ils se sont retournés dès le premier jour contre Mélenchon, et ils ont refusé de faire un groupe commun, ce qui fait qu'il n'y a que la France Insoumise d'un côté, un groupe parlementaire, un groupe des communistes, un groupe des Verts, etc., plutôt que d'avoir un groupe NUPES, ce qui fait que du coup, c'est le Rassemblement national qui est le groupe le plus important à l'Assemblée nationale. Bien, si jamais Macron décide de dissoudre l'Assemblée nationale, la gauche aura bien du mal à refaire cette opération de l'union avec Mélenchon, ou un autre chef, peu importe, même s'ils arrivaient, admettons que dans 6 mois il y a des solutions, les électeurs pourraient se détourner de cette association peu sûre et peu crédible, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement c'est un mélange de personnes qui ont des buts complètement opposés, des opinions complètement différentes, et on s'aperçoit que la gauche a énormément baissé. Et en 2002, la gauche avait 177 sièges, en 227 en 2007, 316 en 2012, avant de s'effondrer donc à 73 sièges à cause de En Marche en 2017. Voilà. Donc, ils ont réussi à faire 153 en 2022 en se regroupant à 5-6 partis. En fin de compte, c'est pas si terrible que ça, hein. Voilà, hein. Ils nous ont bien allumé, tous les médias, en nous disant qu'ils allaient faire plus de 200, 220 députés, hein. Voilà, bref. Alors, on peut se poser la question, Macron, il va jouer fin, mais il ne va pas retirer forcément les bénéfices d'une dissolution de l'Assemblée. L'histoire nous a, par le passé, déjà montré qu'on peut avoir une spirale de défaite et s'enfoncer encore plus, hein. Voilà, hein. Donc, le grand bénéficiaire pourrait être le Rassemblement national, qui a enfin réussi à briser le fameux plafond de verre. Certes, pas partout, hein, pas dans ma région en tous les cas, mais il y a une dynamique relativement favorable, hein. On peut s'apercevoir que ce coup de Mélenchon commence à se transformer en Bérésina, car lui-même n'a pas cherché à être élu. Rappelez-vous qu'il vous disait, oui, dès lundi matin, on va me téléphoner, on va me demander de former le gouvernement, d'être Premier ministre. Mais oui, bien sûr,
Tu rêves. Voilà. Donc, il n'est plus élu. Donc, quelque part, il s'est coupé de la réalité. Il se voyait Premier ministre, mais sans cette légitimité des urnes, c'est inconcevable. Et il ne sera même plus le maître à penser d'un grand groupe d'opposition qu'il aurait voulu, qui est NUPES. Hein. Ses faux amis d'hier, communistes, socialistes, écologistes, lui ont signifié qu'il n'en sera rien. Il n'avait pas prévu peut-être la défection de ses alliés. Et lui-même, il va être isolé. Il n'a pas de siège à l'Assemblée nationale. Donc, du coup, il ne pourra pas se montrer à la télévision, on ne pourra pas le voir haranguer les députés. Et donc, quelque part, M. Mélenchon ne représente plus que lui-même, tout seul, dans un de ses appartements, puisqu'il en a plusieurs. Mais voilà, il est plus légitime. Il n'est plus un élu du peuple. Rappelez-vous, la République, c'est moi. Oui, eh ben, il n'est plus rien. Pour la République, il n'est plus rien. De toute façon, il a largement l'âge de la retraite. Voilà, il n'a rien anticipé du tout, et s'est fait blouser, un peu comme un débutant, que pourtant il n'est pas, hein, sans siège, sans mandat, sans légitimité. Il ne sera plus que le spectateur des soubresauts politiques qui s'annoncent. Voilà, comme je le dis, la République, ce n'est plus lui. Oui, tout à fait. Alors, vous savez, on vous a parlé de la fameuse Kéké, Rachel Kéké. Alors, je vais vous apporter un élément d'information que peu de gens savent. On vous a dit, ah, mon Dieu, c'est beau, il y a une femme de ménage élue chez NUPES, hein, oui. Donc, on vous fait tout un article. Hein. Et vas-y, c'est beau, une immigrée, une Sénégalaise, je crois, d'origine et tout, à l'Assemblée nationale. Oui. L'histoire est belle, hein, quand on vous la raconte, elle est belle. Mais moi, je vais vous présenter la photo d'une autre personne que vous ne connaissez pas, qu'on ne vous a pas montrée. Cette dame, je vous la montre. Elle s'appelle Lisette Paulet. C'est une ancienne femme de ménage. Et elle est élue du Rassemblement national. Bizarre, personne ne parle d'elle dans les médias. Et oui, comment dire, elle a 54 ans, elle est d'une famille originaire du Portugal, femme de ménage chez Elior, déléguée syndicale CFDT du personnel, puis chez Sodexo. Elle vient d'être élue députée de la 2e circonscription de la Drôme, celle de Montélimar, et avec l'étiquette RN. Voilà. Donc, vous voyez la belle histoire de l'accession d'ouvriers, de salariés. Oui, pourquoi pas. Après, il faut voir le niveau aussi, et la façon dont la personne aborde cette fonction. Et on va y venir tout de suite. Mais voilà, Lisette Paulet, Rassemblement national, et une femme d'origine portugaise, mais qui se bat pour la souveraineté de la France. Bravo, respect. Tout à fait. Parce que c'est une culture européenne et d'origine chrétienne, certainement. Et voilà. Donc, on a toujours dit, hein, tous les Italiens, les Espagnols, les Portugais qui se sont installés en France, voire les Polonais au début du siècle, eh ben, ils se sont adaptés à la France. Et puis voilà, c'est tout. Un point, quand on cherche, on arrive, c'est jamais compliqué. Enfin, c'est toujours très compliqué au début, on est ça se fait pas. Et puis au bout de la première génération, il y a une certaine assimilation qui se fait par l'école de la République. Et puis voilà, mais bref. Donc, on nous a rabattu Rachel Kéké. Alors on va de nouveau la regarder, cette dame. Élue députée sous les couleurs de la NUPES, cette Française d'origine ivoirienne, naturalisée en 2015, très médiatisée depuis son élection en raison de son origine sociale, la première femme de ménage, membre de l'Assemblée. Mais, alors, elle a battu très peu, hein, je crois, de 200 voix. Elle était face à, vous savez, Roxana Maracineanu, la ministre des Sports d'origine roumaine, je crois, de Macron, et ça s'est joué à 200 voix près. Hein. Et donc, elle est, donc, cette dame que vous voyez, franco-ivoirienne, 47 ans,
Elle s'était fait connaître lors de la grève de l'hôtel Ibis Batignolles. Elle avait dirigé cette grève entre 2019 et 2021 pour protester contre le mépris de la direction vis-à-vis des employés. Je vais bien l'entendre. 20 personnes, dont 17 femmes de chambre, 2 gouvernantes et un équipier, avaient tenu tête pendant 22 mois au groupe Accor, sous l'autorité de Rachel Keke. Enfin bon, Rachel Keke, elle s'appelle Raïssa Rachel Keke. Alors Raïssa, alors, je ne sais pas quelle est la religion de cette dame. Raïssa, ça serait plutôt d'origine peut-être musulmane. Après, voilà, c'est une supposition, mais une interrogation surtout. Après, n'y voyez aucune mauvaise idée, mais on vous met en avant son prénom Rachel et non pas son premier nom qui est Raïssa. C'est tout. Donc, à mon avis, il y a anguille sous roche. Peu importe. Voilà. Donc, c'est ce bras de fer qui l'a propulsée et fait d'elle une figure syndicale. Elle est devenue une star de la gauche et elle s'est présentée aux législatives et elle a fait 50,3% des suffrages, moins de 200 voix d'écart par rapport donc à l'ancienne ministre des Sports. Alors, elle a déclaré oui, je sais à quoi je m'attends, je sais à quelle attaque je m'attends. Comme j'ai dit, on va s'affronter. Voilà. Enfin, c'est arrivé très très vite. Hein. À peine élu, les internautes s'amusent d'une révélation. En fait, je crois par français de souche, il y a quelques années, Rachel Keke a partagé des messages de soutien à Marine Le Pen et au président syrien Bachar el-Assad sur les réseaux sociaux, sur sa page Facebook, hein, en disant « Le monde entier doit soutenir Bachar contre les prédateurs criminels qui sont les États-Unis, la France et l'Angleterre. » Là, elle n'avait peut-être pas tort, Marc. Voilà. Elle a partagé en 2016, Internet, Facebook, ça retient tout, hein, un post de campagne pour le Rassemblement national. Mais en même temps, elle partageait des messages qualifiant la France de prédateur criminel. Donc, elle ne tenait pas trop en estime la France quand même. Hein. Elle a une aversion. Elle nous rappelle en 2018 que la France a beaucoup tué en Côte d'Ivoire. Et elle parlait d'une émission sur un bombardement en 2004 en Côte d'Ivoire, raid de l'aviation ivoirienne sur un camp militaire français qui avait tué 9 militaires français et un civil américain. Et dans cette émission, il y a eu des victimes ivoiriennes tombées sous les balles françaises. Effectivement, l'armée française avait dû ouvrir le feu contre des manifestants civils ivoiriens à l'époque, mais on n'a pas précisé le contexte parce que les manifestants voulaient s'emparer de force de l'aéroport français pendant que des ressortissants français résidant dans la ville de Bouaké étaient massacrés quand même. Voilà. Hein. Donc Rachel Keke, enfin Raïssa Rachel Keke semble être patriote, mais vis-à-vis de son pays d'origine et peut-être moins envers son pays d'accueil. C'est toujours un petit peu le problème, vous voyez. On pense être, comment dire, accueillant. On laisse des personnes accéder à des fonctions importantes et on s'aperçoit que malgré cela, elles préfèrent leur pays d'origine. Donc, elle a toutes sortes de messages sur sa page Facebook, et notamment ceux de la Ligue de défense noire africaine, LDNA, l'association antiraciste qui avait été dissoute par Darmanin en septembre 2021. Cette association appelait à la haine, à la discrimination, à la violence en raison de l'origine, de l'orientation sexuelle. Voilà. Mais en même temps, elle partage aussi, une vidéo sur laquelle on voit un chauffeur de bus de type nord-africain frapper un enfant noir. Et dans cette vidéo, on disait « Il n'y a pas plus raciste qu'un Algérien » et ils se plaignent du traitement des Européens à leur rencontre. Voilà. Mais elle n'avait pas compris, si vous voulez, les méthodes de communication à gauche, c'est de dire quand c'est un blanc qui fait une mauvaise action, il est raciste. Quand c'est des Arabes qui font des mauvaises actions sur les Noirs, il ne faut pas en parler parce que ça fait monter le racisme et l'extrême droite. Voilà. Hein. Donc aussi, elle a aussi parlé des violences policières contre les personnes noires. Vous allez voir, 20 hommes noirs victimes des bavures policières. Et vous voyez bien sa page Raïssa Rachel Keke. Voilà, et c'est publié en 2019. Voilà. Alors, en plus, ce qui me gêne le plus, c'est le mardi matin. Donc, les députés de gauche ont fait leur entrée dans l'Assemblée nationale pour découvrir l'hémicycle. Hein. Mais devant les Palais Bourbon, Rachel Keke, accompagnée de Raquel Garrido, ont improvisé quelques pas de danse. L'ancienne femme de chambre a refusé de répondre aux journalistes de LCP par rapport à ces captures d'écran qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Ne m'interrogez pas là-dessus, c'est ma journée historique. Je ne veux pas en parler maintenant. Quand elle va en parler, je ne sais pas. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo
On va la mettre tout de suite. Vous allez comprendre, son style est un peu trop, quand même prétentieux. Je veux bien qu'elle soit pas trop instruite. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein, bien sûr, c'est normal. Mais je trouve qu'elle nous prend un peu pour des cons. Vous allez voir. Vous auriez eu de soutien à Bachar el-Assad ou de soutien à l'extrême droite. Est-ce que vous avez eu connaissance de ça et est-ce que vous avez eu ces positions par le passé? Le plus important, c'est le travail. On m'a nommé député pour venir défendre les droits. Les gens ont eu confiance en moi. Donc, si les gens, comme j'ai dit, je m'attendais à ça qu'ils vont m'attaquer, c'est pas parce que je suis noire africaine qu'il faut soulever des choses pour pouvoir me casser. Ils n'arriveront pas. Voilà. Comme je dis, la vie c'est un combat. Et quand tu vas combattre, tu t'attends à des choses. Comme on appelle, tu t'attends à des gens. Tu t'attends à plein de choses. Voilà. Donc, comme je dis, je suis une guerrière. Et je vais les affronter. Et franchement, ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Ça ne va pas me casser, ça ne va pas me rabaisser, ça ne va rien me dire. Voilà, je suis forte. Voilà. Vous dites c'est faux et je ne peux pas répondre, je ne sais pas, c'est faux, je ne sais pas où ils ont enlevé, moi je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ils vont chercher l'être, d'où ils vont fouiller, je ne sais pas. Donc voilà, moi je n'ai pas trop de choses à dire, moi j'ai faim. Je vais aller manger parce que depuis le matin je ne fais que parler. Voilà, vous avez vu, alors madame ne peut pas répondre, madame a faim, madame a trop parlé, donc c'est la vedette de la journée, mais vous comprenez, j'ai pas envie de parler. Non mais c'est bon quoi, je veux dire, ça suffit quoi, hein, ça suffit. C'est pas des façons de faire, ouais, elle se prend déjà la super grosse tête, donc je n'aime pas du tout. Bon, voilà, on en termine avec madame Raïssa Rachel Keke. On va parler du Stade de France. Stade de France. Stade de France. Allez, on va mettre une petite image d'illustration. Voilà. Alors, il y a deux informations importantes. Vous allez avoir des vidéos jamais vues en fin de cette vidéo, vous allez voir. Mais bon, le 21 juin, mardi, Darmanin, il en a pris pour son grade. Le Sénat, responsable de l'UEFA, les supporters de Liverpool et du Real Madrid, ils ont parlé du chaos du 28 mai dernier. Le Ted Morris, représentant de l'association des supporters handicapés de Liverpool, a réclamé des excuses et même la démission du ministre français de l'Intérieur. Et le directeur général de l'UEFA, Evans, a pour sa part totalement remis en cause les chiffres donnés par Darmanin lors de sa propre audition il y a 3 semaines. J'avais dit à plusieurs reprises, Darmanin, c'est un gros menteur. Voilà. Donc, évidemment, je vous ai dit, il y avait des représentants des supporters de Liverpool, du Real de Madrid, des supporters européens aussi, voilà. Et donc, évidemment, les accusations du ministre, quelques heures après, les graves dysfonctionnements dans l'organisation de la finale. On avait dit, c'est les supporters anglais, il y a des fraudes massives, de faux billets, et bien entendu. Donc, nous savons maintenant que c'est complètement faux. Darmanin, devant les sénateurs, nous expliquait qu'il y avait 35 000 supporters munis de billets falsifiés et le dirigeant suisse de l'UEFA a démontré que ce chiffre était complètement bidonné et qu'il n'y avait même pas 2600 billets et au niveau des tourniquets à l'entrée. Donc, ils ne sont même pas arrivés au tourniquet. Voilà, c'est ce qu'il dit. Mais beaucoup de faux billets ne sont jamais arrivés au tourniquet. Combien on ne sait pas, on ne pouvait pas vraiment vérifier. Voilà. Mais le chiffre de 30 à 40 000 était complètement mensonger. Voilà. Vous, monsieur Darmanin, vous avez humilié les habitants de Paris. Vos mensonges sans fin et vos faux récits n'ont fait qu'amplifier notre traumatisme, a asséné Ted Morris, représentant de l'association des supporters handicapés de Liverpool, présent au Stade de France le 28 mai. Je vous demande de retirer vos accusations brutales et sans fondement, et si vous n'avez pas la décence de le faire, vous devez choisir la solution la plus honorable et démissionner. On est compte, ils ont gazé des gens en chaise roulante, faut le faire quand même. Voilà. Il a lu, Ted Morris a lu les témoignages de supporters handicapés, traumatisés, victimes de vols, d'agressions par les bandes locales de Saint-Denis, n'est-ce pas, ou aspergés de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Alors, dans chance, vous avez un petit peu de chance, vous n'êtes pas dévalisé par nos jeunes de banlieue, mais vous vous faites gazer par les forces de police. Voilà. C'est l'expérience la plus terrifiante que j'ai jamais eue en Europe avec Liverpool, a-t-il dit, rappelant le traumatisme vécu en 89 par Liverpool à Hillsborough, où 87 supporters avaient été tués dans un gigantesque mouvement de foule. Voilà. Un autre, Joe Blott, a aussi demandé aux autorités françaises de rétracter leurs accusations et de présenter des excuses complètes,
pointant la réputation écornée de la France. Pour assurer la sécurité des supporters lors de la Coupe du monde de rugby en 2023 et aux Jeux olympiques de 2024 dans les prochaines années, il faudra une enquête complète, indépendante et transparente pour que le monde retrouve confiance dans la capacité de la France à organiser des événements sportifs planétaires. Voilà, hein. Incroyable. Donc il y a une enquête encore en cours confiée à l'ancien ministre portugais de l'Éducation de la Jeunesse, Tiago Brandão Rodrigues. Voilà, bon, il va y avoir des travaux, etc. pour tirer d'autres conclusions. Voilà. Enfin bon, les billets papier, c'est pas ça qui a vraiment créé le chaos devant les portes. Hein. Les causes sont multiples, grève des transports, mauvaise réaction des stadiers, je dirais même complicité de certains stadiers, mauvaise réaction des forces de l'ordre, beaucoup de délinquants dans le périmètre, un flux extrêmement grand devant le Stade de France, avec des billets ou des faux billets, et voilà. Enfin, je vous dirais que bon, c'est un quartier où vous avez des gens qui sont sans éducation, abandonnés dans la rue, et ben 15 ans plus tard, ça en fait de jolis voyous qui arrivent avec des cutters pour vous dévaliser. Voilà. Alors, je vous laisse regarder quelques images de l'audition de l'UEFA. En quelques secondes, Martine Callen, directeur général des événements de l'UEFA, démonte devant le Sénat les chiffres avancés il y a 3 semaines par Gérald Darmanin. On sait aujourd'hui qu'on a eu autour de 2600 billets qui étaient faux. Et même si quelques milliers d'autres faux billets n'ont sans doute pas été scannés d'après l'organisation, ces chiffres approximatifs restent bien en deçà de ceux annoncés par les autorités françaises, qui les estimaient à 35 000. Le 28 mai dernier, dans la foulée du chaos de la soirée, Gérald Darmanin avait jugé les supporters britanniques responsables des incidents. Hier, toujours devant le Sénat, les associations anglaises sont venues livrer leur version. Ted Morris est le président de l'organisation des supporters handicapés de Liverpool. Il a recueilli près de 9000 témoignages de mauvais traitements lors de cette soirée. Les supporters handicapés ont été traités comme des animaux. Il faut que les autorités acceptent leurs responsabilités, sans quoi je pense que les JO ne pourront pas se dérouler ici. Je voudrais dire au ministre de l'Intérieur qu'il a humilié les habitants de Paris. Il est la honte du gouvernement, il a menti et cela a amplifié notre douleur et notre traumatisme. L'enquête indépendante commanditée par l'UEFA devrait rendre ses conclusions en septembre. Donc voilà, vous avez vu, on confirme bien que Darmanin et le gouvernement étaient des gros menteurs. Après, on s'étonnera qu'ils aient pris une petite raclée aux législatives. Et encore, ça aurait pu être pire. Et alors maintenant, je vous propose des images d'une émission espagnole que très peu de personnes ont vues. Bon, j'ai eu la chance. Ce sont des images inédites du fiasco du Stade de France, diffusées sur une chaîne de télévision espagnole. Vous verrez, c'est traduit. Ça met gravement à mal la version, bien sûr, de l'histoire des supporters anglais. On sait maintenant que c'est complètement bidon et arrangé par Darmanin, qui devrait démissionner, honte à lui, et en fin de compte, il a été réélu député, il me semble. Hein, vous vous rendez compte? Bref, les gens ne comprennent pas encore, c'est franchement scandaleux. Voilà, donc la télévision espagnole montre la vérité du Stade de France en direct et détruit la version lamentable de Darmanin. Je vous laisse regarder cette vidéo que je vais vous passer. Voilà, et je vous laisse savourer ça, qui va confirmer tout ce qu'on a pu dire depuis des semaines. Et puis, je vous salue bien bas, je vous dis à très bientôt. Je vous demande de partager, de liker un maximum pour les statistiques YouTube. Et puis à très bientôt, je compte sur vous. Allez, je vous salue. Faites attention aux orages. À très bientôt. Allez, on laisse passer cette vidéo donc espagnole. Au revoir. A otra cosa, pues había como más de 100 jóvenes de esa zona de Francia que estaban ahí para robar. Yo conozco muchos casos de gente a la que le robaron el móvil. Yo te digo, salí corriendo de allí. Malísima organización. Pedro Niembro lo vivió en directo, todo, ¿no? todo. Pedro lo vivió y lo grabó todo para Antena 3. Pues cuéntanoslo, Pedro.
Pues de hecho es que los disturbios comenzaron mucho antes del comienzo del partido, cuando esa turba de jóvenes delincuentes se dedicaron a robar a todos los espectadores que se encontraban a esa hora en los alrededores del estadio, pillando todo lo que conseguían a mano, móviles, bolsos, carteras, y luego más adelante, cuando se acercaba el inicio del encuentro, aprovecharon por una de las puertas que todavía seguían entrando hinchas de Liverpool para asaltar esa puerta e intentar colarse. La policía tuvo que responder con gases lacrimógenos y despejar esa puerta, y consiguieron evitar que entrasen algunos de los asaltantes, no todos, pero también alrededor de medio millar de hinchas del Liverpool que sí habían venido con entrada. Hora y media antes del comienzo del encuentro se producen los primeros saltos de las vallas en el estadio de Saint-Denis. Una avalancha de aficionados sin entrada intenta colarse. Unos lo consiguen. Otros son detenidos por miembros de la seguridad. La gendarmería toma posiciones, comienzan las carreras y se decide cerrar las puertas U y Z, donde los agentes tienen que emplearse a fondo utilizando gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. En medio del caos, varios policías quedan fuera de combate durante minutos y cientos de aficionados del Liverpool bloqueados sin poder acceder a sus localidades. Ante la cercanía del comienzo del encuentro, aumentan los nervios y también los actos vandálicos. Los alrededores de la final de la Champions, el partido por excelencia del fútbol europeo, se convierte en varios focos de pequeñas batallas campales. Los aficionados ingleses poco a poco comienzan a entrar en Saint-Denis. La segunda parte del caos llega con el final del encuentro. Grupos de aficionados franceses organizados aprovechan el descontrol para intimidar a aficionados del Liverpool y del Real Madrid, a los que agreden y sustraen teléfonos móviles, bolsos y dinero. Así finalizaba la noche más negra de las últimas ediciones de la Champions.